Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo du chapitre sur inégalité et justice. On a vu la dernière fois qu'il y a quand même des domaines où on ne peut pas tolérer qu'il y ait trop d'inégalités. Le premier de ces domaines, c'est les droits, et notamment les droits civiques. Et puis le deuxième domaine, c'est la question des besoins vitaux. Parce qu'en fait, dans ces deux domaines-là, s'il y a trop d'inégalités, ça revient à traiter certains êtres humains de façon indigne. Donc oublier qu'on est tous des égaux en tant qu'êtres humains. Mais la question qui demeure, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les inégalités de revenus liées au travail, d'accord ? Est-ce que les inégalités de revenus liées au travail, elles doivent être encadrées ou pas ? Est-ce qu'on tolère des énormes inégalités en se disant qu'elles sont justes parce qu'un patron ne se trompe jamais ? Je ne sais pas si vous vous souvenez ça, il paye ni trop peu ni pas assez à un salarié. Je vous propose un grand 3 nuancé, vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord, d'ailleurs moi-même je ne suis pas d'accord avec absolument tout ce que je vais dire là, mais en tout cas disons que c'est une position classique là dans la troisième partie. Donc voici le grand 3 que je vous propose, donc position nuancée, c'est de dire que les revenus du travail doivent être encadrés par l'État afin que les inégalités soient véritablement proportionnelles au mérite. Okay. Alors, pourquoi est-ce que je prétends que parfois les inégalités de revenus du travail peuvent être injustes et peuvent ne pas être proportionnelles au mérite ? C'est tout d'abord à cause de la question de l'égalité des chances. Donc ça c'est le premier argument, grand A, il faut que l'État assure l'égalité des chances. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'égalité des chances ? On va prendre deux exemples. Alors les deux exemples, le premier, on va retrouver Bernard Arnault. Vous vous souvenez, dans l'introduction, Bernard Arnault, je vous avais dit, c'est l'homme le plus riche de France en termes de patrimoine, d'accord ? Donc il a un patrimoine absolument immense. C'est-à-dire que même Lionel Messi, il lui faudrait plus de 1000 ans pour avoir autant de patrimoine, d'accumuler autant de patrimoine. Et donc Bernard Arnault, il se trouve qu'en 2017, il a fait, donc il y a 3 ans seulement, il a fait cadeau pour Noël à chacun de ses 5 enfants, 5, de 73, je sais plus combien, enfin un peu plus de 73 millions d'euros en actions. Alors je sais pas si vos parents vous font des cadeaux de Noël comme ça, vous voyez, être l'enfant de Bernard Arnault, c'est plutôt une chance dans la vie. Alors sous forme d'actions, c'est-à-dire en fait, les actions c'est des parts dans une entreprise, hein, c'est-à-dire qu'en gros il leur donne la propriété partielle d'une entreprise. Donc concrètement, soit ils revendent ces actions tout de suite et ils ont paf 73 millions d'euros comme ça d'un coup, soit ils gardent les actions et en fait les actions leur rapportent un peu chaque année, donc un revenu, voilà. C'est énorme. C'est énorme, et donc là vous devez normalement sentir que y a un problème d'égalité des chances. C'est-à-dire que tous les enfants dans ce pays ne reçoivent pas les mêmes chances au départ. Il y en a qui reçoivent des cadeaux incroyables à Noël et d'autres moins. Voilà. Donc ça c'est la première chose à noter, hein. C'est que effectivement les enfants de Bernard Arnault semblent être favorisés par rapport à la majorité des enfants du pays. Donc ça c'est un premier exemple. Deuxième exemple, ce sont des statistiques plus générales sur l'égalité des chances à l'école. Alors là, je vais vous apprendre un truc sans doute d'habitude, ça désespère un peu les élèves, donc j'espère que ça va pas trop vous désespérer, mais voilà, ce qui se passe, c'est que en Europe, on est le deuxième pays le plus mauvais en termes d'égalité des chances. C'est-à-dire que, en fait, plus les enfants sont bien classés dans la hiérarchie sociale, plus exactement, plus leurs parents sont bien classés, plus ils réussissent à l'école. C'est horrible, hein, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants d'ouvriers réussissent moins bien que les enfants d'employés, qui réussissent moins bien que les enfants de professions intermédiaires, qui réussissent moins bien que les cadres supérieurs, qui réussissent moins bien que ceux qui réussissent le mieux, ce sont les enfants de profs. Mais bon, ça c'est un peu une exception. Mais en gros, en fait, plus vos parents sont riches, plus vous avez de chances de bien réussir à l'école. Alors, en général, quand je dis ça, les élèves sont choqués et ils me disent « mais il y a des exceptions ». Oui, il y a des exceptions, bien sûr, c'est statistique, mais globalement, vous avez plus de chances de réussir. Donc il y a des enfants de riches qui réussissent pas bien et des enfants de pauvres qui réussissent bien, heureusement. Mais globalement, vous êtes quand même favorisés statistiquement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on constate dans les statistiques. Okay.
Et ça pose vraiment question. D'accord? Parce qu'on peut se dire, l'école, est-ce que tout le monde ne devrait pas être à chance égale? Vous le comprenez, je pense, très bien pendant le confinement, je veux dire. Quelqu'un qui est confiné dans un appartement de 20 mètres carrés avec ses 5 frères et sœurs et un seul ordinateur pour tout le monde, c'est pas du tout pareil qu'une maison de 200 mètres carrés avec jardin et un ordinateur dans chaque chambre, d'accord? Mais plus largement que ça se joue sur plein de petites choses depuis la toute petite enfance en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le vocabulaire qu'ont vos parents, si depuis tout petit, ils vous parlent avec un vocabulaire très élevé, et évidemment, vous avez engrangé plein de nouveaux mots. Okay, si vos parents peuvent vous aider le soir à faire vos devoirs, ou pas, ça change énormément. Est-ce que vous avez un environnement silencieux et calme pour faire vos devoirs? Est-ce que vos parents vous emmènent voir des pièces de théâtre? Est-ce qu'ils vous ils vous emmènent au musée? D'accord? Est-ce que vos parents vous encouragent ou non à lire des livres? Et quel type de livres? Est-ce qu'ils lisent eux-mêmes des livres? Quels sont les sujets de conversation que vous avez à table? Il y a des familles où on va parler de sciences, de politique, etc. Et d'autres, je sais pas, de la dernière émission de télé-réalité. Vous comprenez bien qu'il y en a qui seront plus avantagés à l'école que d'autres. Donc c'est horrible à dire, mais c'est quelque chose qu'il faut noter, c'est qu'effectivement la France est très mauvaise en termes d'égalité des chances à l'école. D'accord? C'est le deuxième pays le plus mauvais en Europe. C'est important de bien noter ça et de bien noter qu'en fait plus les parents sont riches, plus les enfants ont de chances de réussir à l'école. D'accord? Avec l'exception des profs, parce que les profs sont pas très riches, mais en fait ils connaissent bien le système scolaire, donc voilà. Un enfant de prof, statistiquement, il a énormément de chances de bien réussir à l'école. Donc, alors, comment on va expliquer ça? Donc, explication, on va étudier un tout petit peu, très rapidement, la pensée d'un sociologue qui s'appelle Bourdieu. Bourdieu, en fait, a écrit un livre qui s'appelle Les héritiers. Et qu'est-ce qu'il essaye de dire? Il essaye de dire qu'il y a certains enfants en France qui sont des héritiers et qui sont avantagés, en fait, du coup, par rapport aux autres. Ils peuvent être des héritiers soit en termes de capital économique, c'est-à-dire qu'on leur a donné de l'argent. Ça, c'est le premier exemple. Okay, mais ils peuvent être aussi des héritiers en termes de ce qu'il appelle du capital social et culturel. C'est-à-dire que les parents ne transmettent pas uniquement de l'argent à leurs enfants, ils leur transmettent aussi du capital social, donc une façon de se comporter, et du capital culturel, c'est-à-dire des connaissances. Et en fait, ça influence énormément la trajectoire scolaire et professionnelle de l'enfant plus tard. D'accord ? Et en fait, ce que Bourdieu dit, c'est qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que les salaires sont justes après. Parce que en fait, il y a des enfants, bien sûr, ils sont plus payés, mais est-ce que c'est vraiment lié à leur mérite? Ou est-ce que c'est lié à l'héritage, à la fois économique et social et culturel, qu'ils ont reçu? D'accord? Donc il faut bien noter ça sur Bourdieu, qu'il y a des héritiers, à la fois en capital économique, mais aussi en capital social et culturel. Et il faut aussi noter qu'à partir de ce moment-là, le salaire ne reflète pas le mérite. Il reflète juste les chances qu'on a eues ou pas dans la vie. Et donc, Bourdieu dit qu'il faut changer la façon de fonctionner à l'école pour que l'école arrive à compenser les failles qu'il peut y avoir dans les familles et donc que les salaires deviennent justes. Donc c'est ça qui rejoint la thèse de la troisième partie, c'est de bien voir que l'État doit intervenir en fait ici à l'école pour que ensuite les inégalités de revenus soient justifiées. Okay ? Alors par rapport à cette idée d'égalité des chances, c'est important d'avoir un peu d'esprit critique quand même, parce qu'il y a à la fois des gens qui trouvent ça trop radical et d'autres pas assez radical. Donc ceux qui trouvent ça trop radical, c'est ceux qui vont dire mais en fait de toute façon vous n'y arriverez jamais à compenser les inégalités en termes d'héritage familial, d'accord? Et puis il y en a d'autres qui trouvent ça pas assez radical parce qu'ils disent assurer l'égalité des chances ça suffit pas, il faut aussi assurer l'égalité concrète des gens. Ça va être des gens plus de lignée marxiste, si vous vous souvenez de ce qu'on a dit de Marx dans la deuxième partie. Okay, donc, voilà, c'est juste pour vous dire que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ça, et ça vous permet d'avoir un petit peu d'esprit critique. Le deuxième argument, pareil, vous allez voir, il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord, simplement je vous le présente quand même parce que c'est quand même un grand classique. Donc on va voir dans le grand B que l'État doit intervenir, cette fois-ci non pas pour assurer l'égalité des chances, mais pour lutter contre la tendance à la baisse des salaires.
Alors, c'est quoi cette histoire de tendance à la baisse des salaires? En fait, normalement, vous devriez me dire, mais madame, il n'y a pas de tendance à la baisse des salaires. Les patrons, on a vu, ils payent jamais trop, mais ils payent jamais pas assez. Vous avez vu pourquoi? Parce qu'en fait, si vous payez pas assez Lionel Messi, il va aller se barrer dans un autre club. Donc, les patrons n'ont pas intérêt à baisser trop les salaires, du moins s'ils ont besoin d'attirer des gens particulièrement compétents. Mais le problème, c'est qu'il y a des domaines dans lesquels il n'y a pas besoin de compétences particulières. Dans ce cas-là, vous pouvez baisser les salaires à l'infini, quasiment, d'accord? Et puis il y a un autre contexte qui est le contexte du chômage, où quoi qu'il arrive, en fait, les employeurs, ils ont à leur disposition plein de gens qui veulent travailler pour eux. Donc ils ont tellement de choix qu'ils trouveront, quoi qu'il arrive, des gens compétents, ok? Donc ça, ce sont des cas où en fait, il y a vraiment une tendance à la baisse des salaires. On va prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est quelque chose de tout bête, c'est le fait qu'au 19e siècle, avant les réglementations sur les salaires, les ouvriers étaient payés de façon extrêmement faible, en fait. Je ne sais pas si vous avez lu Germinal d'Émile Zola, on voit très bien qu'en fait, si vous avez un ouvrier à la mine, on n'a pas besoin d'une compétence particulière pour être ouvrier à la mine, et donc en fait, vous n'avez pas besoin en tant qu'employeur de mettre des salaires très élevés pour attirer des bons mineurs, d'accord? Et donc du coup, en fait, ils sont payés une misère, et ils n'ont pas besoin d'être payés beaucoup. Et donc la solution à ça, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, l'État est intervenu et a fixé les salaires minimums. C'est ce qu'on appelle le SMIC, d'accord? Aujourd'hui, donc salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce qui n'est pas la même chose, on a déjà parlé du RSA. Le RSA, c'est le revenu que vous gagnez même si vous ne travaillez pas, d'accord? Donc il est indépendant du travail, c'est un minimum de survie. C'est lié à ce qu'on avait dit, que tout le monde doit pouvoir survivre, d'accord? Mais là, le SMIC, c'est vous travaillez, mais en fait, on se dit, bon, si on laisse les entreprises fixer les salaires comme elles veulent, elles vont les baisser. Donc en fait, c'est ça qui s'est passé, hein, c'est qu'on a dit, on va fixer un salaire minimum pour que les entreprises ne soient pas tentées de descendre trop bas, d'accord? Donc aujourd'hui, le SMIC, c'est à peu près un peu moins de 1200 € net par mois, d'accord? Donc ça, c'est la logique du SMIC. Deuxième exemple, pour que vous compreniez cette logique à la baisse, alors là, pour le coup, il y a beaucoup plus de controverses, c'est le fait que Bernard Arnault, toujours lui, je fais exprès de le prendre comme exemple, comme ça vous n'avez qu'un seul nom à retenir. Bernard Arnault, donc c'est l'homme qui a le plus de patrimoine en France, et il est le patron de LVMH, d'accord? Donc LVMH, c'est énormément de marques. Il y a notamment la marque Kenzo, qui fabrique des costumes, etc. Et en fait, en 2007, les costumes Kenzo étaient produits en France. Sauf que produire un costume Kenzo en France, ça vous coûte à peu près 100 €. Produire un costume Kenzo en Pologne, ça vous coûte à peu près 30 €. Qu'est-ce qui a été décidé au bout d'un moment? C'est qu'on a fermé l'usine française de Poix-du-Nord, c'était la ville où elle était, et on l'a délocalisée en Pologne. D'accord? Alors pourquoi cet exemple m'intéresse? Parce que c'est à nouveau une preuve que les employeurs ont toujours intérêt à faire baisser les salaires. Et comme là, ils ne pouvaient pas les faire baisser en France, puisque en France, il y a un SMIC, et bien pour le faire baisser, paf, ils délocalisent en Pologne, et là, le salaire est plus bas. D'accord? Donc ça, c'est à nouveau un exemple pour dire qu'il y a une pression à la baisse sur les salaires. Alors, ce qu'il va falloir noter dans l'explication, c'est que, en fait, il est absolument certain que votre employeur ne vous payera jamais trop. Mais il peut arriver dans certains contextes qu'un employeur ne paye pas assez ses salariés. En fait, c'est dans quel contexte? C'est dans les contextes où il n'a pas besoin d'attirer des gens particulièrement compétents, ce qui peut être lié à divers facteurs. D'accord? Et dans ces cas-là, la plupart des gens considèrent que l'État doit intervenir pour que les salaires ne baissent pas drastiquement autour de 1 € par heure, je ne sais pas, voilà, que l'État doit intervenir pour fixer un salaire minimum dans ces cas-là. D'accord? Parce qu'en fait, l'idée, c'est de dire l'employeur il cherche pas à rémunérer au mérite. Il cherche à avoir le moins de coûts possible. Et donc, en fait, seul l'État va pouvoir dire non, en fait, cette personne, elle mérite quand même au moins tant d'euros par mois. Donc, en fait, on fait intervenir l'État pour rétablir une notion de mérite
parce que l'employeur ne s'en préoccupe pas, il se préoccupe uniquement des coûts. D'accord ? Donc ça, c'est un peu la base. Après, là où il y a de la controverse, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour les délocalisations, du coup. Est-ce qu'on interdit les délocalisations ou pas? Ça pose plein d'autres problèmes. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça va être très compliqué. Il y a des enjeux politiques derrière, en fait. Mais en tout cas, c'est important d'avoir compris ça, que l'entreprise, l'employeur lui-même se préoccupe pas forcément du mérite et de ce que les gens méritent d'avoir. Donc peut-être que les inégalités de salaire, elles sont pas toujours justes. D'accord ? Alors, petite conclusion. Ça va être bien compliqué pour moi de faire une conclusion parce que je me dois d'être neutre sur les questions politiques. Donc je vous ai présenté un peu les différentes visions, mais l'idée de la conclusion, c'est de donner son avis, d'accord ? De trancher, de dire, ok, concrètement, est-ce que c'est juste ou pas ? Donc en fait, je ne vais pas faire de conclusion, je vais vous laisser la faire. Et une bonne façon de faire une conclusion, c'est de reprendre les exemples qu'on avait mis au tout début de l'intro. Donc en situation, on avait pris les différents revenus de Lionel Messi, de Bernard Arnault, etc. Et en fait, après tout ça, est-ce que vous pensez que c'est juste ou pas ? Qu'est-ce qui vous semblerait juste de faire ? À la fois pour les inégalités de salaire, mais aussi les inégalités de droit, les inégalités liées aux besoins de chacun. Qu'est-ce qui vous semble juste ? Qu'est-ce qui vous semble injuste ? C'est à vous de faire la conclusion. Moi, je vous ai donné toutes les positions possibles. C'est à vous de voir maintenant. Voilà. Il me reste juste à vous souhaiter des bonnes vacances, parce que ça y est, on est arrivé au bout de cette première période de confinement. Reposez-vous bien, et on se retrouve pour de nouvelles aventures, sans doute sous un format différent, mais enfin je sais pas, après les vacances. Au revoir!